Monsieur le Président, cher Sébastien Martin, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, cher Thomas Cazenave, Monsieur le Président de la Commission des finances du Sénat, cher Claude Raynal, je voudrais saluer également le Président. Vous comprendrez que j'aurai un petit clin d'œil particulier pour Gilles Averrousse, le Président de Ville-de-France. Je voudrais saluer le représentant de France Urbaine, cher Michel Besson, et puis vous dire plus largement, chers élus, Mesdames et Messieurs. C'est vrai que c'est une joie de vous retrouver ce matin pour la clôture de cette première table ronde. J'ai en effet croisé ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo et je peux vous dire qu'ensemble, nous allons évidemment nous atteler à régler un certain nombre d'interpellations que vous nous avez faites concernant la santé, évidemment, mais aussi l'aménagement du territoire, je le dirais d'une manière un peu plus générale. Alors, depuis 1989 et l'élan fondateur de Marc Sancy, Intercommunalité de France assure en effet au niveau national la promotion des coopérations renforcées entre les communes avec des conseils juridiques, administratifs et une représentation reconnue de tous. La prospective, la force de proposition, voici en effet votre marque de fabrique à la DCF, puis Intercommunalité de France. Vous participez par vos travaux à construire une vision d'avenir de l'intercommunalité dans notre pays et je crois que cette convention et sa programmation exigeante en sont un exemple éloquent. Je voudrais évidemment, même si je crois qu'ils ne sont pas tous les deux dans la salle, remercier nos hôtes, Pierre Humeric et Alain Anziani, qui nous font l'amitié de nous recevoir dans leur ville et dans leur métropole. Et puis évidemment, Sébastien Martin, avec qui je travaille régulièrement, dont j'apprécie d'ailleurs la ténacité dans les convictions, le souci constant du dialogue, mais aussi la profonde maîtrise de tes dossiers, cher Sébastien. Alors c'est vrai que nous sommes rencontrés à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment dans le cadre de la préparation du PLF pour 2023 et avec Christophe Béchu et Gabriel Attal, nous avons posé aussi, en vous écoutant, les bases d'un certain nombre de négociations. Vous avez fait remonter vos inquiétudes, vos interrogations et vos propositions ici. Et je vois que la table ronde qui vient de s'achever a été animée par des intervenants dont nous avons pu apprécier à la fois l'expertise et la connaissance des enjeux des relations entre l'État et les territoires. Agnès Firmin-Le Bodo a déjà pu vous apporter un éclairage sur la vision de notre gouvernement sur la place de la santé dans les territoires et vous avez bien compris que c'est ensemble, toutes les deux, que nous allons revenir vers vous pour dialoguer et pour vous proposer dans les territoires qui ne se ressemblent pas, qui ont chacun leur spécificité, des solutions pour pallier à ce problème d'urgence médicale. En tout cas, je vais essayer à mon tour d'ajouter ma pierre à ces échanges fructueux en revenant en particulier sur la nouvelle méthode que nous mettons en œuvre dans notre dialogue avec les collectivités territoriales et donc avec vous. Elle s'inscrit plus largement, je voudrais le dire ce matin, dans une vision renouvelée de la place de l'État dans la construction et la mise en œuvre de nos politiques publiques territoriales dont témoigne le projet de loi de finances pour 2023 que nous porterons dans les jours à venir au Parlement. Chers élus, Mesdames et Messieurs, vous le savez, nous connaissons une rentrée des territoires particulièrement dense, marquée par la préparation du calendrier législatif, mais également par la crise de l'énergie et l'inflation qui touchent nos territoires et les intercommunalités au cœur. Face à l'urgence, l'État restera à vos côtés. Avec la loi de finances rectificative cet été, un fonds de 430 millions d'euros a été mis en place pour aider les communes et les intercommunalités fragiles à faire face à la hausse du point d'indice, à la hausse du coût de l'alimentation et de l'énergie. Je mesure, pour avoir été élu et l'être encore, mais pas au même niveau, les difficultés que vous traversez et notre gouvernement est résolu à vous aider à les surmonter. La Première ministre annoncera d'ailleurs cet après-midi
un plan de sobriété qui doit permettre à notre pays de faire face aux tensions énergétiques sans menacer la bonne marche de notre économie. Le PLF pour 2023 accentue notre soutien à votre égard, avec en particulier le quintuplement de l'enveloppe à destination des communes en grande difficulté qui atteindra 10 millions d'euros, la prolongation du bouclier tarifaire en 2023 pour limiter à 15% la hausse des prix de l'électricité pour les plus petites communes, et cela devrait toucher 28 000 communes en France. Et puis la prolongation du bouclier tarifaire en 2023 qui permettra de limiter à 15% la hausse des prix de l'électricité pour les plus petites communes, là aussi 28 000 collectivités. J'ai dû me tromper, j'ai répété la même phrase, pardon. Ces mesures nécessaires et conséquentes, nous les avons construites avec vous à travers différents cycles de concertation que nous avons menés ces dernières semaines avec Christophe Béchu et Gabriel Attal et moi-même. Elles doivent apporter un soutien ciblé et efficace au plus près des réalités de chaque territoire. Mais ces mesures ne permettent pas à elles seules de surmonter le long terme de la crise énergétique. Il nous faut aussi vous donner les moyens d'accélérer la transition énergétique et écologique de vos territoires. Je crois que vous avez abordé ce sujet. C'est pourquoi, toujours en concertation étroite avec les associations d'élus, nous avons décidé d'augmenter d'1 tiers des moyens consacrés à la dotation biodiversité pour 2023. Elles avaient déjà été doublées en 2022. Et puis, mettre en œuvre ce fonds vert d'un montant inédit de 1,5 milliard d'euros. Concrètement, même si nous n'avons pas la feuille de route très précise à l'instant où on se parle, il pourra s'agir de rénovation thermique des bâtiments publics, de renaturation en ville, d'aménagement des friches ou encore d'aménagement pour faire face au recul du trait de côte. Ce dispositif, et c'est une volonté, je crois, que vous partagez, sera déployé avec des règles simples, décentralisées, sans appel à projet, je le redis ce matin. Tout partira de vos projets selon une méthode lisible et reconnue, celle du dialogue entre les élus et leurs préfets de départements et ou de régions. Un appui à l'ingénierie sera proposé pour les communes les moins outillées. Et là, je voudrais revenir 30 secondes sur le reproche qui a été fait à l'ANCT, que j'ai eu l'honneur de présider pendant 2 ans. L'ingénierie, elle n'existe pas toujours dans les territoires, ni toujours au sein de l'agence, et nous sommes quelquefois obligés de faire appel à des conseils pour l'intérêt de vos territoires et pour répondre d'une manière sans doute plus ciblée à vos inquiétudes. Notre vision, je voudrais vous dire ce matin, est celle d'un État accompagnateur, bien présent aux côtés des communes et des intercommunalités. La sincérité de notre engagement, vous pouvez le mesurer à l'aune de l'effort conséquent que nous faisons pour garantir vos financements et pour vous en donner une vision de long terme. J'ai donc proposé à Christophe Béchu et à la Première ministre une hausse de 210 millions d'euros de la DSU et de la DSR qui seront financés par l'État et non par écrêtement des autres communes. Si le PLF présenté en Conseil des ministres ne le prévoit pas encore, un amendement confirmera le financement de cette hausse de la péréquation verticale par des crédits nouveaux. Cette hausse, inédite depuis 13 ans, permettra à 70% des communes et des intercommunalités de voir leur dotation augmenter ou maintenue. J'entends néanmoins les critiques de certains qui nous avaient demandé l'indexation de la DGF sur l'inflation. Je crois quand même qu'il faut préciser que cette décision de ne pas indexer la DGF sur l'inflation ne date pas d'aujourd'hui, mais de l'année 2010. Par ailleurs, cette augmentation de 210 millions d'euros s'inscrit dans un contexte contraint pour les finances de l'État et elle doit être interprétée, de mon point de vue, comme une marque à la fois de respect et d'attention réelle du gouvernement à l'égard des collectivités et des élus locaux.
Par ailleurs, je voudrais ajouter que vos dotations d'investissement, des CIL, des SID, des PV, des ETR, essentielles pour conduire vos projets d'avenir, seront maintenues à un niveau proche de 2 milliards d'euros cette année, identique à l'année précédente. Vous le voyez, 2023 est une année où l'État sera aux côtés des élus locaux, en leur garantissant les moyens d'agir avec une forte visibilité dans l'avenir. Cela a été abordé il y a quelques instants, mais dans le contexte difficile qui s'impose collectivement à nous tous. Je crois que État et collectivités doivent travailler ensemble. L'État accompagnateur dont je parlais se traduit aussi, et je sais que vous y tenez particulièrement, par le renforcement de la dynamique de la planification écologique portée, et cela a été cité, par les contrats de relance et de transition écologique dont vous êtes les premiers acteurs, les CRTE. Aujourd'hui, 847 CRTE ont été signés et permettent de couvrir la quasi-totalité du territoire en métropole et en outre-mer. 80% d'entre eux relèvent d'une ou d'un EPCI. Sur les 40 000 projets qui nous sont remontés, près de 25 000 sont en maturation, en cours ou engagés. Et près de la moitié des CRTE ont l'ambition de la transversalité dans tous les domaines d'action publique qui y sont inscrits. Ces contrats, vous le savez, permettent la convergence de nos actions au service de vos projets, au service de vos territoires, avec une perspective pour 6 ans qui permet de mettre en œuvre des objectifs stratégiques de court comme de moyen terme. Je crois qu'on peut déjà en mesurer les résultats qui se traduisent par une revitalisation des territoires et une amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Et puisque nous sommes réunis à Bordeaux, j'aimerais prendre l'exemple du CRTE signé entre l'État, le Grand Cubzaguais et Latitude Nord-Gironde. Il permet de concentrer l'ensemble de nos capacités pour répondre aux enjeux propres à ce bassin de vie, marqué par la pression urbaine, en s'appuyant sur le potentiel de foncier économique le long de la RN10 et la possibilité de mutualiser les services et les équipements. Je crois que c'est un projet de développement raisonné qui passe par la gestion plus concertée de la question agricole et forestière, ainsi que par la valorisation du patrimoine naturel. Les CRTE vous donnent les moyens de mettre en œuvre des politiques d'aménagement qui épousent les réalités de vos territoires. Les CRTE sont un véhicule précieux de nos politiques publiques. Ils ont fait leurs preuves et ils continueront à le faire, et leur usage a vocation à se poursuivre, à s'approfondir à la lumière de vos retours d'expérience. L'État accompagnateur, dans sa dimension contractuelle, c'est également territoire d'industrie. Ce dispositif contractuel novateur, qui s'appuie en priorité sur les intercommunalités, a permis, je crois, de lancer une belle dynamique de réindustrialisation depuis les territoires, avec plus de 2 milliards d'euros engagés dans près de 542 intercommunalités concernant 30 millions d'habitants. C'est grâce à eux notamment que la programmation et la production industrielle française poursuit et consolide sa croissance après des décennies de recul et malgré le contexte actuel particulièrement incertain. Mis en œuvre de façon territorialisée, les territoires d'industrie témoignent de l'engagement du gouvernement à une différenciation toujours plus forte de nos politiques publiques et notre volonté de réindustrialiser notre pays de façon équilibrée entre les territoires. L'État accompagnateur, c'est aussi la démarche que nous poursuivons dans l'objectif du zéro artificialisation nette qui a fait couler beaucoup d'encre. Je suis favorable, comme Christophe Béchu, aux solutions pragmatiques de l'écoute et du dialogue, tout comme les associations d'élus qui se réunissent chaque semaine en ce moment. Et nous allons travailler ensemble sur la mise en œuvre de l'impératif de sobriété foncière et ces échanges-là seront poursuivis. L'État accompagnateur, c'est enfin notre volonté d'engager l'acte 2 d'Action Cœur de Ville dans une logique
plus marquée de transition écologique et de verdissement des dispositifs. Demain, je présenterai d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas revenir avec la Première ministre, je présiderai donc le comité des financeurs pour Action Cœur de Ville 2, qui nous permettra de dessiner les engagements de chaque partenaire au service de la valorisation des territoires jusqu'en 2026. Nous consoliderons aussi le programme Petites Villes de demain. Je suis consciente qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel, mais nous le poursuivrons et nous l'améliorerons, comme Action Cœur de Ville, à la lumière de vos retours d'expérience. Mesdames et messieurs, chers élus, vous le voyez, que ce soit dans les politiques publiques que nous souhaitons poursuivre ou intensifier à destination des territoires comme dans celles que nous souhaitons mettre en place, nous sommes à l'écoute de vos remontées et de vos besoins et nous ne cessons de vous associer à notre démarche de conception. Nous continuerons à agir dans ce sens. Co-construire véritablement les politiques publiques, c'est organiser une bonne concertation le plus en amont possible et c'est, vous l'avez demandé, vous faire confiance dans ce nombre de démarches. La commune, c'est la strate de proximité dans notre pays. À ce titre, elle est particulièrement précieuse car au plus proche des attentes de nos concitoyens. Les intercommunalités sont un véhicule privilégié de la mise en œuvre de leurs projets, en particulier concernant les aménagements que nécessitent les transitions énergétiques, écologiques et numériques et qui dépassent le tracé communal. Les intercommunalités tirent leur force de la mutualisation de moyens qu'elles permettent, des transferts et des partages de compétences qu'elles organisent, notamment entre les métropoles et leurs périphéries, mais aussi entre les centres urbains et les territoires ruraux qui les bordent. Elles présentent, selon moi, avant tout, l'avantage d'être d'une grande souplesse, de pouvoir s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est particulièrement indispensable pour pouvoir calibrer nos politiques publiques territoriales à l'échelle des bassins de vie qui ont des évolutions constantes. C'est d'ailleurs dans cette logique que je souhaite confirmer en particulier la compétence des intercommunalités sur la question de l'eau et de l'assainissement à l'horizon 2026, comme la loi le prévoit. Chers élus, mesdames et messieurs, les intercommunalités sont appelées à jouer un rôle croissant à l'avenir à mesure que nous approfondissons la décentralisation par une différenciation croissante de nos politiques publiques pour les territoires. Vous pouvez compter sur moi pour porter votre modèle qui permet à notre pays de poursuivre le chemin de développement qu'il s'est choisi, l'essor harmonieux de nos territoires, en métropole comme en outre-mer, non pas dans le nivellement ou l'effacement des spécificités de chacun, mais au contraire en cultivant les atouts et en dépassant les difficultés de chaque commune. Ainsi, notre pays sera toujours plus riche de son infinie diversité et du dynamisme des territoires que vous représentez. Bravo à vous tous.